Alors Daniel, politique ou pas de politique dans l'armée? Eh bien écoutez, il y a quand même un petit relent de politique là-dedans. Mais je voudrais revenir sur le fait que puisqu'on est encore en train de terminer la fête de Pessah, c'est la fête du printemps, c'est la fête de la floraison. Et bien moi ce que j'ai remarqué pendant cette fête, c'est que on a assisté à une floraison particulière de ces derniers jours, la floraison de pétition de réservistes de Tsahal contre la poursuite de la guerre et pour la libération de tous les otages. D'abord celle des pilotes réservistes, puis celle des ex-agents du Mossad, celle des médecins réservistes et des combattants d'élite réservistes. J'ai vu ces listes de réservistes qui ressemblent étrangement d'ailleurs à celles des réservistes qui avaient rempli des pétitions avant la guerre, autour de la menace d'une dictature et d'une possible insubordination de leur part. Et j'ai eu le sentiment que il y avait des gens qui n'avaient toujours pas tiré les leçons du 7 octobre, que ces réservistes, entre guillemets, ne comprennent pas qu'en publiant ces pétitions, ils font avant tout le jeu des ennemis d'Israël, du Hamas, de ceux qui continuent à croire à l'extermination d'Israël. Et je ne comprends pas véritablement leur attitude. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils revendiquent leur statut de réserviste dans un pays où tout le monde, quasiment, est réserviste. J'ai donc posé la question à Guy Poran, qui est un ancien pilote hélicoptère, qui était l'un des initiateurs des premières lettres de protestation avant la guerre et qui est aussi donc un des responsables de cette nouvelle lettre des pilotes. Voici sa réponse. Très bonne question. Parce que depuis le renouvellement de guerre, des centaines de milliers d'Israéliens sont dans la rue avec la même demande. Les gouvernements n'ont rien à foutre. Ils n'ont pas fait quoi que ce soit. Nous avons été, on sait très bien que le public israélien est sensible à ce que dit les pilotes, pas seulement réservistes, mais en plus de 1000 pilotes qui disent la même chose, on savait que ça va avoir un effet. Alors on était obligé de faire, d'écrire cette lettre de la part de 1000 pilotes pour faire justement l'effet que nous avons créé. La loi est très très claire. La loi est claire. Et le commandant de la force aérienne a clarifié au mois de juin 2023, il a clarifié qu'un pilote en réserve a le droit de s'exprimer politiquement et même mentionner son passé dans la force aérienne, sauf au jour où il est en réserve active. Alors, toutes les gens qui sont signés l'accord, la lettre, n'ont pas été en service des réservistes actifs. Alors, il le dit très clairement, Guy Poran, notre statut, c'est notre statut de réserviste qui nous permet de nous mettre en avant par rapport à des centaines de milliers d'autres Israéliens contre la poursuite de la guerre pour la libération des otages. Et ça, c'est inacceptable. Parce que, qu'on le veuille ou non, eh bien, cette réponse, elle fait entrer la politique au sein de Tsahal, alors que l'on est toujours en guerre. Déjà à l'époque de la réforme, des médias avaient interpellé Guy Poran sur la problématique de la pétition des pilotes qui laissait sous-entendre une insubordination dans Tsahal en cas de vote sur la loi sur la rationalité en juillet 2023. Il avait répondu que le danger du vote de la loi était bien plus grand que celui que pourrait nous infliger l'ennemi à nos frontières. Tsahal est là aux frontières, avait été dit, très confiant. Et lorsque ce matin je lui ai posé la question de savoir si le 7 octobre ne l'avait peut-être pas poussé à un peu plus d'humilité, voilà ce qu'il m'a répondu. Très prudent avec tout ce que nous avons dit, avec toutes les actions, ça nous prit beaucoup de pensées avant de faire cette lettre spécifique qui demande le retour des otages. On a pensé beaucoup, mais encore une fois, qui est-ce qui nous ramène de nouveau à 6 octobre? Le gouvernement n'arrête pas de faire la législation, des gouvernements qui n'arrêtent pas de faire des guerres pour les raisons politiques. Et ils n'arrivent pas à nous expliquer quelle est la raison de laisser tomber un accord pour le retour des otages et renouveler la guerre. C'est pas nous qui renouvelle la situation du 6 octobre, c'est les gouvernements. Voilà, c'est pas nous, c'est le gouvernement, c'est toujours l'autre. Et je considère d'une certaine manière, pour être clair, que ces pétitions de réservistes, entre guillemets, sont dangereuses. Elles ne renforcent pas la démocratie israélienne, elles renforcent plutôt le moral des ennemis d'Israël, du Hamas en particulier. Le Hamas, qui, comme l'avait dit un des geôliers de l'ex-otage Sapir Cohen, c'est pertinemment que lorsque nous sommes divisés, eh bien nous sommes vulnérables, mais lorsque nous sommes unis, nous sommes invincibles. Il y a beaucoup de choses dans ce qui vient d'être dit par Daniel et par Guy Poran. Maurice, je vous donne la primeur pour y réagir. Très bref.
D'abord, personne ne remet en question le droit légitime des réservistes de s'exprimer. De ce point de vue, ça ne me dérange pas qu'ils disent ils sont pour l'arrêt de la guerre, ils sont pour la continuation de la guerre, c'est légitime. Même en tant que réserviste? Même en tant que réserviste, d'autant qu'il y a très peu de réservistes actifs. Actifs là-dedans. Monsieur Farhan n'a pas volé depuis plus de 20 ans, il faut le savoir. Bon. Maintenant, moi, ça me rappelle des théories que j'étudiais quand j'étais jeune. On parlait de Clausewitz, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Eh bien non. La guerre, ce n'est pas seulement la condition de la politique par d'autres moyens. La guerre est le moyen d'atteindre un but politique. Alors quand un pilote vient me dire « Ah non, cette guerre est politique, il faut l'arrêter », je me pose des questions. Est-ce qu'ils ont vraiment compris ce qu'ils étaient en train de faire? Maintenant, le fond de la question et le fond du problème, c'est que le gouvernement est légitime, il mène une guerre politique, et oui, il faut l'accepter, et c'est comme ça, et c'est un gouvernement qui a des objectifs qui ne sont peut-être pas ceux que souhaite Farhan, mais c'est comme ça. Et donc, je n'arrive pas très bien à saisir. Dror. C'est la prétention d'arriver à saisir ce qui est en train de se passer. Vous voulez l'expliquer à Maurice et Daniel? Vous voulez l'expliquer à Maurice et Daniel? Oui, enfin, je vais essayer en tout cas. Les questions que j'ai posées en début d'émission, le fait que le gouvernement n'y réponde pas prouve qu'effectivement, on peut suspecter que les véritables motivations de cette poursuite de la guerre, dont on ne sait pas quand elle va s'arrêter, si elle va s'arrêter, sont politiques. Plus que politiques, politiciennes. C'est pas tout à fait la même chose. D'autre part, les réservistes. Alors oui, on peut légitimement s'interroger sur le fait que des réservistes qui s'expriment en tant que réservistes, surtout ceux qui sont d'actifs et qui disent voilà, cette guerre est une guerre politicienne, je vais y participer parce que ce ne sont pas des pétitions qui appel au refus de servir, mais on peut effectivement, légitimement, et c'est le problème qu'on peut avoir avec ces pétitions, se demander quelles conséquences ça aura sur le champ de bataille, tout simplement. Tel officier est contre la guerre, tel officier est pour, ça peut légitimement créer des problèmes. Mais on peut difficilement demander, et les réservistes ont été mis à contribution comme jamais depuis le début de l'existence de l'État d'Israël. Et jamais autant les réservistes n'ont été mis à contribution avec des conséquences que ça, sur le plan économique, sur le plan personnel, sur le plan familial. Et donc, s'ils s'expriment en tant que tels, et c'est pas uniquement les pilotes, c'est aussi des tankistes, c'est aussi des commandos, c'est aussi des médecins, c'est aussi au-delà des réservistes, dans la société civile, des intellectuels, des artistes, des architectes, you name it, comme on dit en yiddish. Donc tout cela prouve qu'il y a un mouvement dans la population qui dit au gouvernement le fait que tu continues à mener la guerre alors qu'on peut peut-être prendre au mot le Hamas et obtenir la libération des otages et mettre une fin temporaire, parce qu'il faudra lutter contre le Hamas tôt ou tard. Tu peux nous expliquer en quelques mots la différence entre une guerre... Il y a autant de réservistes qui veulent l'arrêt de la guerre que de réservistes qui veulent la poursuite. Tu peux nous expliquer en quelques mots et de façon très simple la différence entre une guerre politique et une guerre politicienne? Oui. Une guerre politicienne, c'est une guerre, encore une fois, je ne suis pas certain que c'est le cas, mais on peut légitimement se poser la question. Une guerre politicienne, c'est une guerre qui sert les intérêts de ceux qui sont au pouvoir pour qu'ils restent au pouvoir. Ça, c'est une guerre politique. Les intérêts privés de ceux qui sont au pouvoir, c'est ce que vous entendez. Oui, contre l'intérêt collectif, l'intérêt de l'État. Je vous rappelle une guerre politique, un petit rappel historique. Et une guerre en juin 81, lorsque Begin avait donné l'ordre de bombarder la centrale aux Irak. Eh bien, à l'époque, on avait dit aussi qu'il avait fait cela pour pouvoir être réélu aux élections qui devaient se dérouler. C'est pas clair. Ce n'est qu'avec le recul du temps qu'on a dit heureusement qu'il a fait ça. Oui, non, les gens qui s'opposaient c'est pas très clair la différence entre guerre politicienne et guerre politique. J'ai pas compris. C'est pas clair du tout. On est dans une démocratie. Il y a un gouvernement qui prend des décisions politiques. Il faut l'admettre. C'est une guerre politique. Oui, mais c'est légitime. En démocratie, mais vous voyez, ceux qui ne sont pas d'accord. On ne parle pas du tout du sujet important. C'est que le sujet important, c'est que nos ennemis continuent à avoir nos divisions et qui se disent j'ai peut-être encore une occasion de frapper. Daniel, qui nous ramène au 6 octobre? Est-ce qu'il est nécessaire, alors que, puisqu'on est en guerre, il faut l'union du pays, que le gouvernement remette sur la table la réforme judiciaire? Bon, et avant de passer à un autre sujet, moi je répondrai qu'il faut être deux pour danser un tango, comme le veut la maxime en hébreu. Ça se dit en français, il faut être deux pour danser un tango? C'est-à-dire que pour se disputer, il faut être deux. Donc qui a commencé? On n'est pas au jardin d'enfants, on a peut-être tous commencé en même temps.